J'ai été kidnappé à 9 ans. Quand je me suis enfin évadé, mon propre frère m'a dit, tu aurais dû rester partie, petite sœur. J'ai répondu par message, je ne suis pas morte. La porte de son bureau s'est ouverte, le FBI est entré derrière moi. Il m'a traité de problèmes, de détails à régler, d'erreurs que son grand livre attendait de clore depuis 9 ans. C'était la première chose que mon frère aîné m'a dite quand je suis entré dans son bureau vitré au 42e étage, trempé par la pluie, portant le même vieux sweat à capuche sale que j'avais porté en sortant de cet entrepôt 2 jours plus tôt. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas halté. Il m'a regardé comme une livraison qu'il n'avait pas commandée et a dit, tu aurais dû rester partie, petite sœur. Tu aurais vraiment dû. Je veux vous dire mon nom, mais je vais attendre. Car la version de moi qui est entrée dans ce bureau n'était pas encore un nom. Elle était quelque chose entre un cadavre et une grenade, et j'avais besoin qu'elle fasse une dernière chose avant de redevenir une personne. Alors, laissez-moi revenir en arrière. Quand j'avais 16 ans, je suis rentré du bal de fin d'année de ma première année de lycée et ma mère était déjà partie. Pas morte, juste partie. Le cancer l'avait emportée 3 mois auparavant, et la maison qu'elle rendait si chaleureuse, qui sentait la cannelle et le savon à lessive, ne sentait plus rien maintenant. Mon père se déplaçait dans les pièces comme un homme sous l'eau. Mon frère, qui avait 23 ans à l'époque et travaillait déjà dans la société d'investissement de notre grand-père, a commencé à venir plus souvent. Je pensais que c'était de l'amour. Je pensais qu'il était enfin le frère que j'avais toujours voulu pendant mon enfance, celui qui m'avait remarqué, qui m'avait apporté du café le matin des funérailles de ma mère et m'avait dit que tout irait bien. Ce que je ne savais pas, c'est que mon grand-père, le père de mon père, avait restructuré sa succession 3 semaines avant la mort de ma mère. Il avait vu mon frère gravir les échelons de l'entreprise. Il l'avait vu prendre des raccourcis, pousser des papiers, charmer les mauvaises personnes. Et il avait décidé tranquillement que la majeure partie de son trust, 6,2 millions de dollars en actifs liquides et 17 autres en avoirs immobiliers, contournerait entièrement mon frère et me serait versé le jour de mes 25 ans. Mon frère l'a découvert comme les gens comme lui le découvrent toujours. Il avait emmené le conseiller juridique de l'entreprise prendre un verre. L'avocat s'était délié la langue. Mon frère est resté silencieux. Je ne savais rien d'eux. Tout cela alors. J'avais 16 ans. Je ratais mes cours de précalcul. Ma mère me manquait tellement, j'avais mal aux côtes. La nuit où cela s'est passé était un mardi d'octobre. J'étais resté tard à la bibliothèque. Mon frère a proposé de venir me chercher. Il a dit que papa dormait et qu'il ne voulait pas que je rentre seul dans l'obscurité. Je me souviens de la façon dont il m'a ouvert la portière passager. De la façon dont il m'a posé des questions sur mon devoir d'histoire. De la façon dont le chauffage de sa voiture était déjà allumé, car il savait que j'avais toujours froid. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que nous ne rentrions pas à la maison. Nous étions sur l'autoroute, allant dans la mauvaise direction. Et quand je lui ai posé la question, il m'a souri avec le sourire de ma mère et a dit, juste un petit détour, gamine. J'ai quelqu'un que je veux te faire rencontrer. Je n'ai jamais rencontré cette personne. J'ai rencontré un homme avec une barbe et une casquette de baseball à une aire de repos en dehors des limites du comté. Et la chose suivante que je sus, c'est que j'étais à l'arrière d'une autre voiture. Et la voiture d'après, et puis j'étais dans un sous-sol. C'était un sous-sol sous une maison qui n'était pas une maison, plutôt une cabane que quelqu'un avait cessé de finir dans les années 90. Il y avait un matelas, un seau, une lampe, et un évent de chauffage qui fonctionnait peut-être la moitié du temps. L'homme qui m'apportait à manger s'appelait Floyd, ou disait s'appeler Floyd, et il ne m'a jamais frappé, jamais touché de manière inappropriée. Mais il ne m'a jamais non plus regardé dans les yeux. Et j'ai appris au cours de la première semaine que le fait de ne pas être regardé peut vous vider plus que le fait
d'être blessé. L'histoire qu'ils ont montée à l'extérieur était que je m'étais enfui. Ils avaient mon journal. Mon frère avait été assez souvent dans ma chambre pour savoir quoi copier. Il y avait des entrées sur le fait de vouloir partir, de détester mon école, de me sentir invisible. Ils avaient mon pu laissé sur un sentier de randonnée à 20 mètres de là. Ils avaient un tuyau téléphoné à une ligne de police d'état 3. Semaines plus tard, depuis une cabine téléphonique dans un autre état, une fille se faisant passer pour moi, disant qu'elle allait bien, disant de ne pas la chercher. Mon père a quand même cherché. Je l'ai appris plus tard. J'ai appris qu'il n'avait jamais cessé de chercher. Mais mon frère, qui avait son oreille, qui lui versait du bourbon tous les dimanches, lui a dit que je souffrais probablement à cause de maman et que je rentrerai quand je serai prête. Et lentement, le chagrin de mon père et les murmures de mon frère ont réduit la recherche à presque rien. Après 2 ans, mon frère a dit à mon père que le moment était venu. Le moment de considérer que je ne reviendrai peut-être pas à la maison. Le moment de considérer, doucement, que j'étais peut-être déjà morte. Il y a eu une audience. Il y a eu des affidavits. Les entrées de journal ont été lues à voix haute. Mon grand-père, qui n'avait même pas encore été mis au courant de la vérité sur la restructuration de la fiducie, car il commençait déjà à sombrer dans la démence qui le tuerait en moins d'1 an, a signé là où ils lui ont dit de signer. J'ai été déclarée légalement morte 2 ans et 4 mois après ma disparition. La pétition soutenait que le schéma de fuite, l'appel téléphonique à la ligne d'information, les effets personnels abandonnés, et un échantillon d'ADN partiel qu'ils ont planté dans un camping en Virginie occidentale, indiquaient tous une forte inférence de décès. La plupart des États exigent 7 ans. Ils ont contourné cela avec des preuves plantées et un juge des successions compréhensif. Mon frère jouait au golf avec lui 2 fois par mois. Le trust n'a pas été débloqué à mon 25e anniversaire, car je n'étais pas vivante pour le recevoir. Selon les termes du testament de mon grand-père, que mon frère connaissait par cœur, le trust revenait alors au plus proche descendant de sa lignée, ce qui, avec notre mère décédée et moi légalement morte, était mon frère. Il n'a pas collecté immédiatement. Il a attendu. Il a laissé les actifs mûrir. Il a attendu que je sois parti depuis près de 9 ans, jusqu'à ce que le trust ait atteint un peu plus de 9 millions de dollars avec la plus-value immobilière. Jusqu'à ce que même les amis de la famille les plus têtus aient commencé à me désigner au passé. C'est là que je me suis échappé. Je ne vais pas prétendre que c'était intelligent. Ça ne l'était pas. Floyd a eu une attaque dans la cuisine à l'étage un dimanche de mars. Je l'ai entendu tomber. Je l'ai entendu essayer d'appeler et ne pas finir le mot. J'ai entendu pour la première fois en 9 ans le silence à l'étage de cette maison où il aurait dû y avoir des pas. J'ai attendu 4 jours. J'ai bu au robinet de la salle de bain. Le 5e jour, j'ai brisé le pêne. Dormant bon marché de la porte du sous-sol avec un pied du cadre de lit, que j'avais desserré pendant 2 ans et demi pour absolument aucune raison, sauf que le desserrer était quelque chose à faire. Floyd était sur le sol de la cuisine. Il était déjà parti. Je veux dire que j'ai ressenti quelque chose, mais ce ne fut pas le cas. Je l'ai enjambé. Ce que j'ai fait avant de quitter cette maison importait plus que tout. Ce que je ferai le mois suivant. J'ai fouillé chaque tiroir. J'ai fouillé son téléphone, qui était encore chargé dans son socle. J'ai trouvé le téléphone jetable qu'il utilisait pour envoyer des SMS à son patron. J'ai trouvé une enveloppe Kraft dans une boîte ignifuge sous le lit qui contenait des copies numérisées de virements bancaires, 3 d'entre eux remontant à l'année où j'ai été enlevé. Tous provenant d'une LLC que je retrouverai plus tard jusqu'à mon frère à travers 4 couches de société. Écran. J'ai trouvé un reçu pour une unité de stockage à Deville de là. Payé annuellement en espèces, que j'ouvrirai plus tard avec une clé sur le trousseau de Floyd,
et découvrirai qu'elles contenaient des boîtes de mes propres vêtements, mon ancien téléphone, mon ancien ordinateur portable. Et l'original de l'alliance de ma mère, que mon frère avait dit à mon père qu'elle était perdue lorsque le coffre-fort avait été cambriolé l'année de ma disparition. J'ai pris le téléphone, l'enveloppe, la clé de l'entrepôt, et la bague. J'ai marché 7 miles jusqu'à une station-service. Le caissier m'a regardé comme Floyd ne l'avait jamais fait, comme s'il voyait réellement une personne, et j'ai failli pleurer. Je ne l'ai pas fait. J'ai demandé à utiliser son téléphone. J'ai appelé le seul numéro que j'avais mémorisé, qui était la ligne fixe de la sœur aînée de mon père, ma tante, que je n'avais pas vue depuis mes 14 ans. Elle a décroché à la 3e sonnerie. J'ai dit, c'est moi. Je ne suis pas morte. Ne le dis à personne pour l'instant, surtout pas à lui. Elle savait qui était, lui. Elle savait que quelque chose n'allait pas depuis 9 ans, et personne ne l'avait écouté. Et le bruit qu'elle a fait à l'autre bout du téléphone est un bruit que j'entendrai dans ma poitrine pour le reste de ma vie. Elle a conduit 11 heures pour venir me chercher. Nous nous sommes arrêtés à un Walmart et elle m'a acheté des vêtements, un téléphone prépayé, et une brosse. Je ne m'étais pas vu dans un miroir depuis 8 mois. La fille dans le miroir de la salle de bain ressemblait à une photographie que quelqu'un avait laissée sous la pluie. Ma tante m'a emmené chez une amie à elle, qui était une procureure fédérale à la retraite. Il m'a emmené chez une amie à lui qui était toujours active au bureau. Ils ont écouté. Ils m'ont cru. En partie à cause de l'enveloppe, en partie à cause de la clé de l'entrepôt, en partie parce que dès qu'ils ont relevé mes empreintes digitales, ils ont eu un match avec un dossier de personnes disparues d'il y a 9 ans qui avait été discrètement étiqueté, présumé décédé, mais jamais clos. L'agent qui a pris ma déposition était une femme de l'âge de ma mère, avec des cheveux d'acier et des mains chaudes. Elle m'a dit 3 choses. Premièrement, il montrait le dossier. Deuxièmement, cela prendrait du temps, car les conspirations financières sont faites de papier et le papier doit être assigné. Et les assignations laissent des empreintes. Troisièmement, jusqu'à ce qu'il soit prêt à agir, mon frère ne devait pas savoir que j'étais en vie. Elle l'a dit comme un médecin donnant un diagnostic. Il a toutes les raisons de s'assurer que vous n'arriviez pas devant un tribunal. Jusqu'à ce que nous le bloquions, vous êtes un fantôme. Comprenez-vous? J'ai dit que j'étais un fantôme depuis 9 ans. 1 mois de plus ne me tuerait pas. Cela a duré près de 3 mois. Pendant ces 3 mois, j'ai vécu dans la chambre d'amis de ma tante, dans une ville que je ne nommerai pas. J'ai mangé 3 repas par jour pour la première fois depuis mes 16 ans, et j'ai pris 14 livres. Et j'ai dormi 11 heures par nuit. Le bureau m'a mis en face d'un expert comptable judiciaire qui m'a détaillé chaque document que j'avais sorti de cette maison. Et nous avons cartographié les virements, et nous avons cartographié les LLC, et nous avons cartographié la façon dont mon frère avait déplacé les actifs du trust à travers les comptes discrétionnaires de son entreprise, selon un schéma qui, une fois que vous l'avez vu, ressemblait à un homme se dessinant une corde autour du cou. La partie la plus difficile n'était pas le travail. La partie la plus difficile était que je n'étais pas autorisé à appeler mon père. Il me croyait morte. Il m'avait cru morte. Il m'avait cru morte pendant près de 7 ans. Le bureau m'a dit doucement que le mettre au courant trop tôt était un risque. Mon père et mon frère se parlaient 2 fois par semaine. Mon père faisait confiance à mon frère. Si quoi que ce soit dans son comportement changeait, mon frère le remarquerait en moins de 48 heures. J'ai demandé à l'agent si mon père allait bien. Elle a fait une longue pause. Puis elle a dit, il ne va pas bien. Il ne va pas bien depuis votre disparition, mais il est en vie. J'ai pleuré pendant 2 heures dans la salle de bain cette nuit-là. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que pendant 9 ans, je m'étais dit chaque nuit qu'il avait renoncé à moi, que les murmures de
Mon frère avait fonctionné. Que quand j'arriverais enfin à m'en sortir, si jamais j'y arrivais, je reviendrais vers un homme qui m'aurait déjà pleuré en un souvenir immaculé. N'aurait plus de place pour la personne réelle et écorchée que j'étais. Maintenant. Et il n'avait pas abandonné. Il avait attendu, et je ne pouvais pas aller le voir. Pas encore. Alors, à la place, j'ai travaillé. Je me suis assise. Avec le comptable. Je me suis assise avec le bureau. Je leur ai tout donné. Et un jeudi de fin juin, l'agent aux cheveux d'acier est venu chez ma tante et a dit « Nous sommes prêts. Nous agissons lundi matin. » Elle a aussi dit « Il y a un élément que nous avons besoin d'obtenir. » Directement de lui. Une réaction enregistrée. Nous l'avons sur les finances. Mais l'accusation de conspiration exige l'intention. Et l'intention sur papier est plus difficile que l'intention enregistrée. Nous pouvons vous équiper d'un micro. Vous pouvez choisir de ne pas le faire. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je lui ai demandé si c'était dangereux. Elle a dit, nous ne laisserons rien vous arriver. J'ai demandé si je pouvais y réfléchir pendant la nuit. Je n'ai pas dormi. Je me suis promené dans le jardin de ma tante en robe de chambre à 3 heures du matin, et j'ai pensé au sous-sol. Et j'ai pensé à Floyd qui ne me regardait pas. Et j'ai pensé à la main de mon frère ouvrant la portière passager de sa voiture la nuit où il m'a emmené. Et j'ai pensé à ma mère, qui nous avait aimés tous les deux, qui était morte sans savoir de quoi il était capable. Et j'ai su avant le lever du soleil que j'allais le faire. J'ai dit oui à l'agent à 7 heures. Nous l'avons fait un mercredi. Voici ce qui s'est passé. Le bureau avait suivi son emploi du temps grâce à des sources coopératives de son cabinet. Il avait une fenêtre entre 14h et 15h, lorsque son assistante était à déjeuner et que sa prochaine réunion n'était pas avant 15h15. Ils m'ont équipé d'un micro. Ils m'ont mise dans une voiture. Ils m'ont conduite à son immeuble. Ils m'ont accompagné jusqu'à l'ascenseur et sont montés avec moi jusqu'au 41e étage, et m'ont regardé monter le dernier étage seul, car l'angle de la caméra de l'escalier leur donnait un enregistrement clair du moment exact où je suis arrivé à son étage. Avant de quitter la voiture, l'agent m'a tendu un téléphone. Elle a dit, envoyez-lui ce texte depuis l'ascenseur. Nous voulons qu'il le regarde quand vous entrez. Le texte était de 3 mots. Je ne suis pas morte. Je l'ai envoyé depuis la porte de son bureau. À travers la vitre, je l'ai vu prendre son téléphone. J'ai vu son visage changer. Je l'ai vu lever les yeux vers la porte au moment exact où je l'ai ouverte. Je veux que vous compreniez ce qu'a fait son visage. La plupart des gens, quand ils voient un fantôme, ont l'air effrayés. Lui, non. Il avait l'air agacé. Il avait l'air d'un homme à qui la compagnie aérienne dit que son vol est retardé. Il m'a regardé comme il m'avait toujours regardé, comme si j'étais une colonne dans un tableau, qui ne s'additionnait pas comme il le voulait. Il a dit, ferme la porte. Je l'ai fermée. Il a dit, assieds-toi. Je ne me suis pas assise. Je m'y suis appuyé. Il a dit, où étais-tu? J'ai dit, tu sais où j'étais. Il n'a pas nié. Il n'a pas fait semblant. C'était ça, mon frère. Il avait toujours réservé son énergie pour les gens qui pouvaient réellement lui faire du mal. Et dans sa tête, assis dans son bureau vitré au 42e étage, avec 9 millions de dollars de l'argent de notre grand-père sur des comptes à son nom. Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait lui faire du mal. Il a dit, comment es-tu sorti? J'ai dit, il a eu une attaque. Il a dit, bien sûr que oui. Il s'est levé. Puis il a contourné son bureau. Il ne s'est pas approché de moi. Il est allé à la fenêtre et a regardé la ville et il a dit ce que l'agent avait besoin qu'il dise et il en a dit plus que ce qu'elle
avait besoin et il a continué à le dire parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Parce que pendant 9 ans il avait été la personne la plus intelligente de chaque pièce. Et il n'avait personne à qui le dire. Et maintenant, j'étais là, la seule autre personne au monde qui savait déjà, et il allait faire de moi le public qu'il n'avait jamais eu le droit d'avoir. Il m'a parlé de l'avocat du cabinet de notre grand-père, celui qui avait laissé échapper la restructuration de la fiducie pendant des vers. Il m'a parlé d'avoir embauché Floyd par l'intermédiaire d'un homme qu'il avait rencontré lors d'une partie de poker à Atlantic City. Il m'a parlé des pages de journal qu'il avait photographiées avec son téléphone. Le Noël avant de me prendre, quand je l'avais laissé ouvert sur ma table de nuit. Il m'a parlé du camping en Virginie occidentale où il avait planté une brosse à cheveux pleine de mes cheveux. Il l'avait prise dans le tiroir de la salle de bain de notre mère, la brosse que notre mère avait utilisée sur moi. Quand j'étais petite, celle qu'elle avait gardée parmi ses affaires, même après que j'ai mes propres brosses. Parce qu'elle disait que c'était la brosse qu'elle avait utilisée sur son bébé. Et elle n'était pas prête à y renoncer encore. Il m'a parlé du juge des successions. Il m'a parlé des virements. Il m'a parlé du jour, 3 ans plus tard, où Floyd l'avait appelé en panique parce que j'avais de la fièvre et qu'il craignait que je ne meure, et comment mon frère lui avait dit et je cite. Maintenant, alors laisse-la mourir. Nous sommes déjà passé la fenêtre de 7 ans pour l'inférence. Il a dit. Tu aurais dû rester partie, petite sœur. Tu aurais vraiment dû. J'ai dit. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement tué? Il m'a regardé comme si j'étais stupide. Il a dit, parce que j'avais besoin de tes empreintes digitales. Le langage du trust exigeait une personne décédée vérifiée. Un corps aurait déclenché une enquête. Une disparition transformée en présomption était plus propre. Au moment où tu as été déclarée morte, j'avais déjà transféré les actifs à travers 3 structures. Si tu étais apparu dans un fossé, quelqu'un aurait examiné le timing. Tant que tu étais porté disparu, tu n'étais qu'une paperasse. J'ai dit. J'étais ta sœur. Il a dit, tu étais la différence entre lui qui me choisissait et lui qui te choisissait. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'avoir peur de lui. Non pas parce qu'il est devenu moins dangereux, mais parce que j'ai finalement compris qu'il ne m'avait jamais vu comme une personne du tout. On ne peut pas avoir peur de la façon dont quelqu'un pourrait vous blesser quand on comprend finalement qu'il n'allait jamais vous voir en premier lieu. J'ai dit, considérez ceci comme la dernière conversation que vous avez en tant qu'homme libre. Son visage a alors fait quelque chose, la première chose réelle que je l'ai jamais vu faire. Il a fait un demi-pas vers moi, et la porte derrière moi s'est ouverte et l'agent aux cheveux d'acier est entré avec 2 autres agents, et ils lui ont lu ses droits d'une voix polie et égale, comme ils le font, et il n'a pas résisté, n'a pas couru, n'a même pas parlé. Il m'a juste regardé tout le temps comme s'il commençait enfin à faire le calcul de ce que j'étais devenu pendant qu'il ne faisait pas attention. Ils l'ont fait sortir devant son assistante qui venait de rentrer du déjeuner et tenait une salade. Elle l'a laissé tomber. Je ne l'ai pas regardé partir. Je me suis assis sur sa chaise. J'ai posé mes mains à plat sur son bureau. J'ai attendu de pouvoir sentir mes mains à nouveau. L'agent est revenu et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, et j'ai dit que j'avais besoin de voir mon père. Elle m'a conduite. Elle-même. Je ne sais pas comment vous parler de cette partie. J'ai essayé. Je me suis assise pour l'écrire 3 fois, et chaque fois que j'arrive au moment où mon père a ouvert la porte de la maison où j'ai grandi, je reste bloqué. Il avait 61 ans. Il avait maigri. Ses cheveux étaient devenus tout blancs. Il a ouvert la porte, il m'a regardé et n'a rien dit pendant ce qui a semblé être 1 heure. Et puis il a prononcé mon nom, juste mon nom, comme ma mère le disait quand je rentrais de l'école. Et ses genoux ont lâché et il s'est assis sur le porche et je me suis assise à côté de lui,
et nous n'avons pas bougé pendant longtemps. L'agent a attendu dans la voiture. Ma tante est sortie de la voiture et s'est assise avec nous. Aucun de nous n'a rien dit pendant longtemps. Il continuait de toucher mon visage. Comme s'il vérifiait, comme s'il devait s'assurer que mon visage était réellement attaché à une personne et non à une chose qu'il inventait. Il a dit, je ne l'ai jamais cru. Pas vraiment. J'ai essayé. Il m'a dit que je devais le faire, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai dit, je sais, papa. Il a dit, j'aurais dû chercher plus. J'ai dit qu'il avait rendu impossible de chercher plus. C'est à cela qu'il servait. Il a pleuré. Alors. Je ne l'avais jamais vu pleurer, pas même aux funérailles de ma mère. Il a pleuré comme un homme enfin autorisé à déposer un fardeau qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il était lourd. Le procès a duré 14 mois. Il a écopé de 32 ans de prison pour les accusations fédérales, et l'État a ajouté des charges pour l'enlèvement et la conspiration. Floyd était déjà mort. Mais le bureau a retrouvé 2 autres hommes grâce au téléphone jetable, ceux qui m'avaient transporté entre les voitures la nuit de l'enlèvement initial, et tous 2 ont retourné leur veste pour se sauver et ont ajouté une couche de témoignage. Le juge des successions a démissionné avant qu'il ne puisse l'inculper. L'avocat du cabinet, celui qui avait divulgué les termes du trust pendant un verre, a perdu sa licence et a plaidé coupable pour une accusation de conspiration moindre, en échange de son témoignage. Le conseiller général que mon frère avait embauché 3 ans auparavant pour l'aider à masquer les mouvements d'actifs a écopé de 8 ans. Ils ont eu tout le monde. L'agent m'a dit, quand tout fut fini, qu'il ne les attrape généralement pas. Tous. Elle m'a dit que mon enveloppe avait fait ça. Le fait que j'ai eu la présence d'esprit, pendant les 4 jours après l'AVC de Floyd et avant de casser le verrou, de prendre une thé d'oreiller et de la remplir de tout ce que je pouvais trouver. Elle a dit, la plupart des survivants fuient. Vous êtes resté et avez travaillé. C'est pourquoi il va mourir en prison. La fiducie m'est revenue. Tout l'argent que mon grand-père voulait que j'aie. J'en ai mis la majeure partie dans une fondation. La fondation retrouve des cas de personnes disparues depuis longtemps, qui avaient été discrètement reclassées comme présumées décédées, et paie des experts comptables judiciaires pour examiner la situation financière autour de la disparition. Nous avons retrouvé 6 personnes jusqu'à présent. 2 d'entre elles sont en vie. J'ai acheté à mon père une maison plus petite, plus proche de ma tante. Il a vendu celle où j'avais grandi. Il ne pouvait plus y dormir. Nous nous parlons tous les jours, parfois 2 fois. Il touche toujours mon visage quand je viens le voir. Je ne pense pas qu'il s'arrêtera un jour. L'alliance de ma mère est sur une chaîne autour de mon cou. Je ne l'ai pas mise à mon doigt parce que je ne suis pas marié, mais je la porte tous les jours. Je pense beaucoup à elle. Je pense à la façon dont elle aurait su. Je pense à la façon dont mon frère n'a pu faire ce qu'il a fait que parce qu'elle était déjà partie. Parce qu'elle était la seule Père Dieu dans notre maison qu'il aurait réellement regardé et l'aurait vue. Et il le savait. Et il a tout orchestré après qu'elle soit déjà enterrée. Il ne m'a pas seulement enlevé à mon père. Il a attendu que ma mère soit morte pour que mon père n'ait personne pour le soutenir pendant qu'il cherchait. Il a utilisé sa mort comme une couverture. C'est la partie que je ne peux pas pardonner. Les autres parties, d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé une sorte de paix. Pas le pardon, mais la distance. L'utilisation de ma mère, cependant, celle-là, reste vive. Les gens me demandent parfois si je suis allé à la prison, si je me suis assise en face de lui. Si je lui ai demandé pourquoi, je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. Il m'a déjà dit pourquoi. Il me l'a dit dans son bureau vitré, de sa propre voix, dans un micro que je portais, et tout le pays l'a entendu le dire au procès. Il n'y a plus rien à demander. Ce que je vais vous dire,
c'est ceci. La nuit. Avant le prononcé de la sentence, je me suis assise à ma table de cuisiner. J'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai brûlée dans l'évier. Mais ce que j'ai écrit, ce que j'avais besoin de dire une fois avant de fermer la porte à lui pour toujours, c'était que je pardonnais à mon moi de 16 ans d'être monté dans sa voiture. Qu'elle n'avait aucun moyen de savoir qu'elle faisait confiance à son frère. Car faire confiance à son frère est ce que l'on est censé pouvoir faire. Et le caractère injuste de ce qui lui est arrivé ne lui appartient pas. Il lui appartient, et elle peut maintenant le déposer. J'ai 31 ans. Mon nom est quelque chose que je ne partage pas en ligne car il y a encore des gens, des amis à lui. Des financiers que je préférerais ne pas avoir mes coordonnées exactes. Mais vous pouvez m'appeler comme ma mère m'appelait, c'est-à-dire chérie. Vous pouvez m'appeler comme mon père m'appelle, c'est-à-dire ma petite. Vous pouvez m'appeler comme l'agent aux cheveux d'acier m'appelle, c'est-à-dire la femme qui est entrée dans son bureau. Elle m'a dit quelque chose quelques mois après le verdict, auquel je pense presque tous les jours. Nous étions dans un café. Elle prenait sa retraite. Elle a dit, savez-vous ce que vous avez fait qu'il n'attendait jamais? Vous êtes revenu en tant que personne. Il avait passé 9 ans à vous transformer en un chiffre sur un bilan. Il n'aurait jamais imaginé qu'un chiffre puisse franchir sa porte et le mettre en prison. Je lui ai dit que j'ai failli ne pas le faire. Elle a dit, mais vous l'avez fait. Je l'ai fait. Je suis là. Lui, non. La maison où j'ai grandi appartient désormais à d'autres personnes. Mon père est en vie. L'anneau de ma mère est chaud contre ma poitrine. 6 familles, dont des êtres chers étaient portés disparus depuis longtemps, ont au moins eu leur dossier réexaminé grâce à la fondation que nous avons créée avec l'argent qu'il a tenté de voler. Si vous êtes quelque part en ce moment où quelqu'un a décidé que vous êtes un problème qu'il peut résoudre en vous faisant disparaître, je veux que vous sachiez 2 choses. La première est que vous n'êtes pas de la paperasse. Vous n'êtes pas un bilan. Vous n'êtes pas l'inconvénient qu'ils ont décidé que vous étiez. La deuxième est que la porte du sous-sol, quel que soit l'aspect de votre sous-sol, est presque toujours plus faible que les personnes qui l'ont construite ne le pensent, ils l'ont construite en s'attendant à ce que vous soyez la personne que vous étiez. En entrant 9 ans à desserrer un cadre de lit sans aucune raison, voilà ce qui fait la différence quand le jour arrive enfin. Je l'ai desserré pour rien. Je l'ai desserré parce que le desserré était la seule chose qui m'appartenait. Et puis, un dimanche de mars, cela s'est avéré être tout. Restez en vie. Prenez des notes. Quand le moment viendra, ne fuyez pas. Prenez l'enveloppe. Je t'aime. Je te vois. J'étais toi. Je suis toujours là. Je pense beaucoup à ce cadre de lit. Le pied que j'ai desserré pendant 2 ans et demi sans absolument aucune raison. Je ne planifiais rien. Je ne construisais pas une évasion. Je faisais juste la seule chose dans ce sous-sol qui m'appartenait. Le seul petit mouvement que mon frère et Floyd ne m'avaient pas enlevé. Et puis un dimanche de mars, toute la forme de ma vie a changé grâce au fait que j'avais continué à le faire. C'est la partie que je veux que vous reteniez. La raison pour laquelle j'ai survécu n'est pas que j'étais intelligente ou forte ou spéciale. Je ne l'étais pas. J'étais une fille de 16 ans qui est montée dans la mauvaise voiture et a passé 9 ans dans une pièce. La raison pour laquelle j'ai survécu, c'est que j'ai refusé chaque jour de cesser d'être une personne qui faisait des choses exprès. Même quand les choses étaient petites, même quand elles étaient inutiles. Desserrer ce cadre de lit était un choix. Boire au robinet de la salle de bain. Le 5e jour était un choix. Remplir cette thé d'oreiller avec l'enveloppe. Et la clé de l'entrepôt au lieu de simplement s'enfuir était un choix. Mon frère a perdu parce qu'il a cessé de me voir comme quelqu'un qui pouvait faire des choix. Il m'a transformé en paperasse dans sa tête.
Et la paperasse ne pense pas, ne planifie pas, ne se promène pas dans un bureau vitré au 42e étage avec un micro. Le jour où il m'a appelé un problème qu'il pouvait résoudre, il avait déjà 9 ans de retard sur moi. Il ne le savait juste pas encore. Voici ce que j'ai appris et ce que je dirais à mon moi de 16 ans si je pouvais me pencher à travers cette portière de voiture et la tirer avant qu'il ne la ferme. La cause et les faits sont patients. L'avocat qui a laissé échapper des informations en buvant a mis en marche toute l'affaire. Le Noël où mon frère a photographié mon journal sur son téléphone a semé une graine qui a germé pendant 4 ans avant que quiconque ne voie l'arbre. Et les 4 jours que j'ai passés dans cette maison après l'AVC de Floyd, quand la plupart des gens auraient fui, ont été les 4 jours qui ont mis mon frère en prison pour le reste de sa vie. Rien ne se passe de manière isolée. Chaque petite chose que vous faites le pire jour de votre vie devient un morceau du jour qui suit. Alors, si vous écoutez ceci et que vous êtes quelque part de petit et de sombre et que quelqu'un a décidé que vous n'êtes plus une personne, je vous demande de faire une chose exprès aujourd'hui. Une petite chose. Lis une page, bois un verre d'eau, dessert quelque chose. Peu importe quoi. L'important n'est pas la chose. L'important est que tu es toujours celui qui choisit. Tant que tu continues à choisir, tu n'es pas ce qu'ils pensent que tu es. Ils ont construit la pièce autour de la version de toi qui est entrée. Ils n'ont aucune idée de la version de toi qui en sortira. Je suis sorti. Mon père est toujours en vie. L'anneau de ma mère est chaud contre ma poitrine. L'argent que mon frère a essayé de voler alimente une fondation qui retrouve des gens comme moi. 9 ans à desserrer un cadre de lit pour rien se sont avérés être la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Restez en vie. Prenez des notes. Quand le moment viendra, prenez l'enveloppe.